Bonjour à tous et bienvenue dans le Coin Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des premiers matchs du Six Nations 2025 et sans plus attendre, on va commencer avec le premier match qui a eu lieu vendredi soir à 21 h au Stade de France et qui a opposé l'équipe de France Pays de Galles et les Bleus gagnent 43-0. Ça fait mal, pour le Pays de Galles. C'est un match où j'ai l'impression que la France s'est mise en régime. Hem, je pense qu'à la fin du tournoi, si on avait à reprendre les Gallois dans un monde, parallèle, on va dire, hem, la France gagne ce match, avec bien plus de points parce que, j'ai l'impression que, voilà, c'était un match de redémarrage, c'était un match, pour trouver en plus il y avait, alors, Théo Atisogbe avait joué, pendant le tournoi de la tournée d'automne, donc il avait déjà certaines choses, mais il est vrai que il y avait, Pierre, Louis Barassi par exemple qui lui n'avait, pas joué au Stade de France, il me semble. Donc c'est vrai que son début de match, il a mis un peu de temps à se mettre, en régime avec tout le monde. Après ça, je trouve qu'il a fait un match, à souligner parce que, il a été, présent, en défense comme je m'y attendais parce que c'est le type de joueur qu'il est. Mais, c'est vrai que c'était, très agréable à voir comme match et pour, Pierre-Louis Barassi et c'est vrai que si on a l'occasion de le revoir en équipe de France, je suis, très heureuse parce qu'il le mérite et il a montré de très belles choses. Donc voilà, très, très bien comme match pour lui. En ce qui concerne l'équipe, hem, en général, voilà, je trouve que ça a été un match, maîtrisé de A à Z. Les Français ont maîtrisé leur copie, ils savaient ce qu'ils avaient à faire et ils l'ont fait à la perfection. L'illustration de ce match pour moi, c'est Julien Marchand qui tente de gratter un ballon parce que c'est, j'imagine, un réflexe et qui s'excuse parce qu'en fait, c'était pas du tout dans le plan de jeu et hem et respecter ce plan de jeu-là, je pense que ça a été aussi la clé du succès avec le 0 point. Parce que, il faut pas oublier que 0 point en rugby, ça fait quand même très mal à la tête à l'équipe d'en face. Parce que c'est rare, parce qu'en général, on met, peut-être 3 points ou 2 pénalités, voilà. Donc en général, on met quelques points au moins au pied et là, bah, les Français ont laissé aucun espoir aux Gallois et je pense que ça doit faire très, très mal pour eux et c'est vrai que ça s'est un petit peu vu dans les déclarations qu'ils étaient, pas abattus, mais qu'ils savent très bien ce qui les attend cette semaine. On en parlera après. Ils savent très bien ce qui les attend cette semaine et ils en ont peut-être, sûrement, un peu peur. Donc, ouais, on verra. Je trouve que en fait, c'est pas le match où il y a le plus de choses à dire, justement parce que les Français ont maîtrisé leur copie de A à Z. Ils ont fait un début de tournoi, vraiment bien et là, les attend le match, pour l'équipe de France et après, la pause, on va en Italie et puis après ça, il y a encore une semaine et après on aura, j'espère, la finale avant l'heure, qui sera, Irlande, France. Mais j'ai confiance dans cette équipe de France. J'ai confiance dans le fait qu'ils peuvent se donner les moyens de rêver à une victoire. Peut-être pas un grand chelem, mais une victoire. Hem, donc hem, donc voilà. En ce qui concerne la composition, si jamais, je dois, dire un petit peu quel joueur m'a le plus marqué. Hem, Encore une fois, hein, je dirais que Pierre-Louis Barassi a quand même, très, très bien marqué les esprits pour, sa première au Stade de France et c'était très agréable. Hem,
Alexandre Roumat replacé en deuxième ligne, je trouve qu'il faut le souligner, c'est pas son poste habituel et il a fait un très, 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 très bon travail. Donc pareil, félicitations à lui, c'était parfait. Hem, Paul Boudéan, mais après, est-ce que Paul Boudéan, c'est pas, tout le temps qu'il faut le féliciter pour ses bons matchs? Parce que c'est vraiment, bah, tout le temps bien. Donc Paul Boudéan et puis, Atisogba a pas fait un mauvais match, Thomas Ramos non plus, mais pareil, Thomas Ramos, quand est-ce qu'il fait des très, très, très mauvais matchs? Je me demande. Hem, mais voilà, alors comme on a eu la sanction, je peux en parler aujourd'hui, on va parler un petit peu du carton rouge de Romain Ntamack, 1er de sa carrière, ce qui explique le pourquoi, la sanction est ce qu'elle est. Il doit prendre un carton tous les jours, on parle de la protection des joueurs. Il se prend un petit gros plaquage 2 minutes avant par le même joueur. Peut-être qu'il a vrillé à ce moment-là parce que, de ce qui a été dit des gens qui étaient au Stade de France et ça s'est aussi un petit peu vu à la télé, il a pas passé le meilleur match de sa vie. Il avait l'air un petit peu frustré et c'est vrai qu'on l'a très peu vu à l'écran, comparé à ce qu'on voit habituellement quand il est, en équipe de France ou, même à Toulouse, il a plus ou moins le même rôle, dans les 2 équipes, contrairement à certains joueurs. Donc il est vrai que peut-être que toute cette frustration a entraîné une perte de lucidité, complète et bah, il a pris un carton, alors je sais plus, il doit prendre un carton à la 60, et quelques, il prend un carton assez tard donc bon, c'est un «moindre mal» entre guillemets. Il aurait pu coûter le match aux Français, enfin coûter le 0 aux Français, coûter le match non, mais coûter le 0 aux Français. Hem, ouais, il fait une bêtise, c'est pas bien, il faut pas recommencer. Il s'en est excusé sur les réseaux sociaux, il avait l'air, très atteint et très touché à la fin du match. Donc voilà, je pense il s'est dit tout de suite qu'il a fait une bêtise et qu'il faut pas refaire ce genre de choses. Voilà. Maintenant donc, au niveau de la sanction, il est passé donc devant la commission, de discipline indépendante hier et il a écopé de 6 semaines de suspension pour plaquage dangereux. Son casier de carton est, vierge, au niveau, français et international. Donc sa sanction a été réduite à 3 semaines et comme il va faire le stage, bien plaqué avec World Rugby et sa sanction sera réduite à 2 semaines. Donc nous avons de la chance que notre championnat, domestique continue, pendant le 6 Nations puisque donc il va rater le match à Twickenham cette semaine. La semaine prochaine, il y a donc un match de top 14 où il potentiellement peut être sélectionnable avec Toulouse. Donc son carton rouge, son décompte de semaines de carton rouge compte à ce moment-là. Donc il va pouvoir repostuler après ce match-là à l'équipe de France et à Toulouse pour le match contre l'Italie. Donc voilà, c'est un moindre mal, ça aurait pu être bien pire et je préfère largement avoir un Romain Ntamack en forme contre les Irlandais que contre les Anglais puisque le, travail offensif de Mathieu Jalibert va sûrement nous être pas mal utile à Twickenham, samedi. Donc on peut pas trop râler sur ce point-là. On a de la chance en France. On ne manque pas de numéro 10, on manque pas de beaucoup de postes, hein, enfin c'est l'avantage. Un petit mot sur les Gallois, c'était sur le papier, c'est une équipe qui est pas mauvaise. Encore une fois, je comprends pas trop les choix stratégiques de Warren Gatland par rapport aux joueurs et par rapport à, enfin, en fait, l'âge des joueurs. L'année dernière, il a poussé
un de ses joueurs phares à ne plus jouer parce qu'il voulait pousser tous les jeunes en même temps sur le terrain et se dire advienne qu'appura, tant pis un petit peu quoi. Et cette année, il a une équipe très mixte où il y a des très très jeunes et il y a des moins jeunes qui ont déjà des caps, qui ont déjà connu l'équipe du Pays de Galles. Donc je comprends pas trop le plan, je vais pas mentir, mais en plus de pas trop comprendre le plan, j'ai l'impression que ça fonctionne pas en fait. Je pense que le match contre l'Italie va être plus parlant. Il va y avoir sûrement plus de choses à dire, plus de choses qu'on va voir. Parce que là, c'est vrai que c'est terrible en fait. Enfin, juste, j'avais l'impression de voir. Enfin, j'avais l'impression qu'ils pataugeaient et qu'ils avançaient pas en fait. Ils ont fait du surplace pendant 80 minutes. Et, et c'est moche en fait. C'est moche à voir. C'est pas du rugby, c'est pas du niveau international. La statistique presque effrayante, c'est que s'ils perdent ce week-end, ils descendront dans le classement World Rugby derrière la Géorgie. Et là, je pense qu'à ce moment-là, il va falloir se poser de grosses questions pour le Pays de Galles parce que pour une nation si forte du rugby, c'est juste pas possible d'être aussi bas. Donc, à voir ce qui se passe. Mais ouais, j'ai du mal à comprendre un petit peu le Pays de Galles, son plan de jeu et son plan au niveau des joueurs, de la composition, etc. Parce que c'est un peu flou pour moi. Je vais pas mentir, c'est un peu flou. Ensuite, on va parler du deuxième match, donc Écosse-Italie, qui est un match où je pense qu'on savait un peu tous que ça pouvait être piège pour les Écossais parce que les Écossais sont un petit peu à l'image de Finn Russell, capables du pire comme du meilleur, mais la qualité écossaise que j'admire le plus, c'est que ils ne lâcheront jamais. Voilà, c'est sûr, c'est quelque chose que moi j'admire beaucoup chez les Écossais. C'est juste, enfin c'est dans leur ADN en fait, au final, de ne jamais lâcher quoi que ce soit. Et ça s'est bien vu contre les Italiens, parce que le match finit avec un résultat sûrement plus large que beaucoup auraient pu penser, moi y compris, après le retour de la mi-temps. Donc les Écossais finissent par s'imposer 31-19 dans un match qu'ils auraient pu dominer de A à Z et où ils auraient pu sûrement mettre bien plus de points aux Italiens qu'ils n'en ont mis. Parce que les Écossais font bien trop d'erreurs. Les Écossais font trop d'erreurs pour pouvoir gagner sans équivoque ce match-là. Donc c'est dommage. S'ils veulent avoir la prétention qu'ils annoncent, c'est-à-dire d'arriver au Stade de France avec au moins 3 victoires, il va falloir qu'ils se réveillent un petit peu, je pense. Encore une fois, comme pour les Français, hein, c'est le match de reprise. Ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas joué ensemble. En plus de ça, beaucoup, pas mal de joueurs en Écosse ont aussi joué en club, donc ils n'ont pas eu l'occasion aussi de se retrouver autant de temps que, par exemple, ont pu les Français, puisque les Français n'ont pas fait le dernier match du top 14 le 25 janvier, alors que le week-end du 25 janvier, beaucoup de joueurs écossais, italiens, etc. ont joué dans leurs championnats locaux ou dans leurs championnats étrangers, c'est-à-dire pour beaucoup le top 14 ou la Pro D2, ou le top 14. Donc voilà, je
peux comprendre qu'il y ait eu ces petites erreurs. Maintenant, cette semaine, il va falloir les corriger parce qu'ils vont payer. Parce qu'ils vont payer et j'en parlerai juste après, mais où l'équipe d'Irlande est friable. Je pense surtout avec la façon de jouer des Écossais qui est assez rapide. On ne sait pas trop ce qu'ils peuvent faire. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour les Écossais. Peut-être, possiblement même aller chercher un bonus s'ils ne gagnent pas. Mais, bah, en fait, ils se font peur tout seuls, les Écossais. Comme beaucoup, ils se font peur tout seuls. Ils auraient pu tuer le match parce qu'à la mi-temps, il y a quand même 19-9. Donc, quand il y a 10 points d'écart à la mi-temps dans un match international, avec l'intensité qu'on a, avec les joueurs qu'ils ont, avec la qualité de jeu qu'ils peuvent avoir, ça aurait pu être bien pire. Voilà. Mais ils font des erreurs. Je pense que le joueur pour illustrer ça, c'est Finn Russell qui a fait de tout dans ce match-là. Il a fait des trucs incroyables et il a fait des trucs où j'ai regardé un petit peu mon écran. Je me suis dit pourquoi faire ça, monsieur? Mais bon, c'est c'est comme ça que les Écossais jouent. Ça fait des années que c'est comme ça. Je pense que à moins que Finn Russell quitte l'équipe d'Écosse, ça va continuer à être comme ça jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. On verra. On verra surtout cette semaine parce que c'est un petit peu leur plus grand test cette semaine. C'est peut-être pas le match qu'ils rêvent de gagner, mais c'est un match qu'il faut sûrement gagner. Enfin, pas gagner, mais qu'il faut assurer surtout. Dans le sens où s'ils veulent encore une fois avoir cette prétention d'avoir 3 victoires en arrivant au Stade de France dans un mois, en fait il faut se réveiller, il faut assurer un peu plus parce que là c'est vrai que il y a eu beaucoup d'individualité, même s'il y a eu beaucoup de travail d'équipe, il faut pas non plus renier tout ça, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal d'individualité. Van der Merwe a fait pas mal de passes, c'est moins lui qui a marqué que Hugh Jones, qui marque, mais au départ c'est quand même pas super son travail. Hein. Un centre c'est moins son travail de marquer qu'un ailier. Mais bon, encore une fois c'était un match de reprise pour tout le monde, c'est un match où il fallait reprendre ses marques, se voir, se jauger avec l'adversaire, etc. Donc on verra cette semaine ce que ça donne. En ce qui concerne l'Italie, qui donc marque 19 points, en première mi-temps, ils ont surtout profité des erreurs écossaises et c'est aussi comme ça qu'on gagne des points, c'est aussi comme ça que sur un malentendu, eh bien, on arrive à mettre un bonus. Et même si en fin de deuxième mi-temps, ça a été bien plus compliqué pour les Italiens, ils ont quand même fait un bon début de match. En fait, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Peut-être moins pour les Irlandais et les Anglais, où j'ai trouvé le match peut-être plus abouti. Mais voilà, c'est des matchs de reprise, c'est des matchs où il faut se trouver, c'est pas toujours les meilleurs matchs et on l'a bien vu ce week-end. Ça a été des matchs moins impressionnants peut-être que ce qu'on aurait pu voir. À part, je pense, le match Irlande-Angleterre qui a tenu toutes ses promesses de combativité et d'adversité. Et on va donc passer sur ce match-là, puisque je n'ai plus grand-chose à dire sur le match Écosse-Italie. À part que je trouve que l'Italie n'a pas spécialement brillé. Et comme je l'ai dit à peu près 10 000 fois depuis le début du podcast,
Il y avait moins d'individualité et je pense que c'est aussi dû voilà, au contexte dans lequel les équipes sont toutes parce que eh bien, voilà, ça fait quelque temps qu'ils n'ont pas joué tous ensemble. Donc on passe tout de suite sur le match de ce week-end qui a vu l'Irlande s'opposer aux Anglais à Dublin. Et c'était un match où pendant beaucoup de temps, j'ai vu les Anglais s'imposer et je me suis dit, ils veulent nous rendre service. Ou alors ils ont vraiment progressé depuis 6 mois. Mais en fait, en revoyant le match, je pense que c'est aussi les Irlandais qui se font peur tout seuls. Voilà, je pense que les Irlandais se font peur tout seuls à tort pendant ce match et que bah, il va falloir qu'ils fassent pas ça cette semaine. Et il va falloir qu'ils aussi voilà, se retrouvent. Je trouve que ce match-là, sans les individualités, le match, ils le perdent 9 fois sur 10. Et, et je pense qu'ils l'ont compris, je pense qu'ils l'ont vu, et je pense que, j'espère en tout cas, pour l'adversité, hein, pas, je dis pas que je veux que l'Irlande gagne, mais pour l'adversité, j'espère qu'ils s'en rendent compte et qu'ils vont travailler sur ça cette semaine parce que et je l'ai déjà dit quand on parle du top 14, mais se reposer sur des individualités en rugby, ça ne fonctionne pas tout le temps et ça ne fonctionnera pas pendant le tournoi Destination. En tout cas, pas pour gagner des matchs et pas pour gagner le 6 Nations, qui est la prétention qu'ont les Irlandais. Donc, il va falloir que les Irlandais changent des choses dans leur façon de faire et dans leur façon de jouer sur les 3-4 prochaines semaines s'ils veulent rêver encore une fois de gagner ce tournoi pour la 3 ou 4e fois d'affilée. En tout cas, c'est sûr 3 fois. Est-ce que ce ne serait pas 4? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie tout ça. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a eu des soucis du côté irlandais qui ont été causés par le fait qu'ils n'ont pas travaillé tous ensemble comme une équipe qui se revendique une des meilleures du monde. Il y a eu beaucoup d'erreurs ouais, juste ils se trouvaient pas. J'avais l'impression qu'ils jouaient pas ensemble, qu'ils faisaient pas. Donc je trouve que c'est un peu Captain Charlotte, hein, ce que je vais dire, mais c'est à l'image du Leinster qu'on a vu en Champions Cup où voilà, on enlève un ou deux joueurs et c'est fini. Voilà, c'est fini. Le Leinster a du mal à trouver, le Leinster a du mal à, à avancer, à marquer, à faire des débordements, tout ce genre de choses. Et c'était la peur que j'avais sûrement possiblement évoquée quand j'avais parlé de ces matchs-là. De dire que bah voilà, sans les individualités, le Leinster ça va pas. Et bien, comme dans d'autres équipes nationales où il y a beaucoup de joueurs dans une seule équipe du territoire, et bien la forme de l'équipe se jauge grâce à la forme de l'équipe nationale. Donc en général, on dit que si le Leinster va bien, l'Irlande va bien, et que si le Leinster va mal, l'Irlande va mal. Et ça s'est confirmé, puisque le Leinster ne va pas mal, mais le Leinster est
boite un petit peu et c'est vraiment ce que j'ai vu de cette équipe d'Irlande. Je ne sais d'ailleurs même pas si j'ai dit le score. L'Irlande gagne 27-22. Donc les Anglais prennent le point de bonus et qui peut être très utile à la fin du tournoi. Voilà. Ça peut jouer beaucoup de choses à la fin, surtout s'ils se bataillent pour une place. Ce point de bonus-là peut leur faire beaucoup de bien à la fin de tous ces matchs début mars. Donc, on verra pour eux ce que ça donne. Et donc, on va maintenant basculer sur les Anglais, du coup. Quelle transition. Les Anglais. Il y a eu encore une fois beaucoup d'individualités. Et il y a eu aussi beaucoup d'individualités qui n'ont pas payé. Je m'explique. J'ai trouvé, par exemple, je le dis comme ça, par exemple, le match de Marcus Smith, pas spécialement flamboyant par rapport à. Déjà par rapport à ce qu'on nous a vendu. Parce que, bon, alors, je vais pas faire. Je vais pas mentir, je vais pas dire que je regarde Marcus Smith jouer très régulièrement. Je regarde Marcus Smith quand il est avec l'équipe d'Angleterre et je regarde Marcus Smith quand il est avec les Harlequins pendant la Coupe d'Europe contre des clubs français. Je m'amuse très rarement à regarder des matchs de la Coupe d'Europe où il n'y a pas de club français, à moins que ce soit des clubs qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà, je ne m'amuse pas à regarder les Harlequins régulièrement et donc je ne vois Marcus Smith jouer que très peu souvent. Mais j'ai trouvé son match peut-être moins abouti que ce qu'il peut faire, ou alors c'est parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer dans ce système de jeu-là, où il a des libertés quand même. Je trouve que il a le choix de faire beaucoup de choses pour cette équipe d'Angleterre. Donc, ouais, je trouve pas que ça a été le match de sa vie. Je trouve pas qu'il a fait un match catastrophique non plus. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, je trouve que ça aurait pu être mieux. Le match de quelqu'un qui a souligné par contre, c'est le match de Curry. Alors je ne sais pas si c'est. Je crois que c'est Tom Curry. Le problème d'avoir deux jumeaux comme ça sur la feuille de match, c'est que c'est Tom Curry, effectivement. Donc il joue en troisième ligne. C'était très compliqué parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc je plains les commentateurs qui auraient pu ne pas avoir le numéro ou ce genre de choses, mais c'est compliqué. Tom Curry qui a fait un très très bon match. Et je pense que s'il joue cette semaine, et je pense que les curseurs y sont parce qu'il ne s'est pas blessé, j'ai très très hâte de voir le duel de troisième ligne que ça va être, puisqu'on se dirige, nous, du côté français, vers la même troisième ligne que ce qu'on a là. Ce qu'on a eu la semaine dernière. Donc, une troisième ligne quand même de qualité et qui a des super pouvoirs. Vraiment, je trouve que cette troisième ligne en France. Bref, c'est pas le sujet. Donc, en ce qui concerne les Anglais, j'ai trouvé que une fois que les Irlandais s'étaient trouvés, ils étaient bien moins efficaces et moins tranchants que ce qu'ils ont pu être sur le début de rencontre. Et je pense que ça peut être un atout pour le match de cette semaine, en tout cas pour les Français, de savoir à quel point ils sont friables quand ça va bien en face. À encore une fois,
comme pour toutes les autres équipes, ils vont aussi bien plus ils ont aussi bien plus appris du match de cette semaine que, de la semaine dernière, pardon, que, des entraînements parce que, on se trouve différemment, on joue différemment en match et je vois pas, Steve Rostwick, j'allais dire Eddie Jones, Steve Rostwick faire des changements, comme ça, dans son équipe qui, a bien fonctionné puisque prendre le bonus, c'est quelque chose, qu'il fallait faire. C'était pas donné, c'était pas facile. C'était pas, je voyais pas spécialement les Anglais s'ils perdaient, prendre le bonus parce que, voilà, encore une fois, c'est compliqué de prendre le bonus. Ce championnat est tellement, enfin ce championnat, ce tournoi est tellement disputé et a tellement d'adversité que, voilà, il y a rien de il y a rien d'acquis et les Anglais ont réussi à se battre pour avoir ce bonus. Malgré tout, voilà, ils ont été assez inefficaces une fois que c'était plus dur et qu'il a fallu un peu plus travailler contre les Irlandais. C'est le match que j'ai le moins vu et j'ai pas le temps de re-regarder le match en entier. Donc j'ai regardé uniquement les résumés. Et, et voilà, donc je pense que j'aurai une analyse bien plus poussée sur les Anglais cette semaine, sur le match de ce week-end que sur le match de la semaine dernière. Mais voilà, je trouve que voilà, les Anglais ont un peu galéré, même si ils ont été dominants et leur plus grosse faiblesse, ça a été le retour d'une sorte, enfin une sorte d'inefficacité quand les Irlandais ont tout mis. Et j'ai vraiment plus l'impression que c'est les Irlandais qui se sont fait peur que les Anglais qui ont profondément fait peur aux Irlandais. Après, c'est mon avis personnel. On verra ce qui se passe cette semaine puisque le match va être encore une fois bien plus parlant puisque toutes les équipes vont s'être retrouvées pour plus longtemps, vont avoir plus travaillé. Donc, on verra ce qui se passe cette semaine, mais j'ai l'impression que cette équipe d'Angleterre, même s'il y a du mieux par rapport à la Coupe du Monde, par rapport à même l'avant Coupe du Monde, c'est pas encore parfait et c'est sûrement pas encore le niveau qu'ils veulent avoir avec les joueurs qu'ils ont, puisque ils ont malgré tout des très très bons joueurs les Anglais. Donc on verra la suite des événements et on verra le match à Twickenham ce week-end. Et donc, en parlant de match à Twickenham ce week-end, parlons des matchs qui vont avoir lieu samedi et dimanche. Donc, en ouverture de la deuxième semaine du tournoi, nous avons le match au Stade olympique de Rome qui verra s'affronter l'Italie et le Pays de Galles, qui est donc, si on peut le qualifier comme ça, le match de la peur, entre le match des deux équipes. Enfin, c'est le match des deux équipes qui potentiellement peuvent avoir la cuillère de bois et perdre ce tournoi. Parce que je vois personne d'autre perdre ce tournoi que ces deux équipes-là. C'est le scénario des années précédentes, c'est le scénario que malheureusement qui risque d'arriver et qui risque de ne pas avantager les Gallois sur les prochaines années. Donc on verra, mais voilà. Moi je vois l'Italie gagner. Oui, je vois l'Italie gagner. Franchement, l'Italie, il y a du mieux. L'Italie a un plan de jeu. Ça se voit que l'équipe est soudée autour de, de son entraîneur et de cette idée qu'il arrive à impulser dans l'équipe. Donc, je vois l'Italie gagner à Rome, devant son public. En plus de ça, l'Italie, avec les performances qu'ils peuvent nous montrer depuis quelques temps, arrive
à avoir un public maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Si jamais vous suivez le rugby depuis un moment, vous vous rappelez peut-être des images du stade olympique de Rome, quasiment complètement vide, ce qui est dommage puisque, bah, c'est vrai que c'est jamais agréable d'aller voir un match où, il y a 95 de chances que son équipe perde, mais c'est aussi comme ça qu'on construit une équipe, qu'on construit une histoire, qu'on construit, un 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 beau storytelling, c'est avec, bah, des supporters qui sont là même quand, son équipe préférée perd. Hem, donc voilà, on verra ce qui se passe ce week-end plus précisément, mais je pense que je vois l'Italie gagner. Peut-être, peut-être un point de bonus pour les Gallois, si jamais ça reste serré, si l'Italie, a encore un petit peu de mal, je j'exclus pas le point de bonus pour les Gallois, mais je pense que, ils ont pas les armes pour gagner ce match. Je vois vraiment les Gallois dans une très, très mauvaise position. J'aimerais me tromper, je vais pas mentir, j'aimerais me tromper, parce que c'est jamais agréable, hein, de voir une équipe, qui a eu des heures de gloire, si belles, être si bas. Mais il faut aussi voir la réalité des choses en face et aujourd'hui la réalité du Pays de Galles, c'est que ça va pas. J'en ai un petit peu plus parlé dans le podcast sur, la série Full Contact si jamais ça vous intéresse plus. Hem, mais voilà, ça va pas au Pays de Galles pour plein de raisons et cette équipe de rugby en pâtit, grandement. Ensuite, je trouve que les matchs de cette semaine sont super intéressants, pour la suite du tournoi et juste personnellement, je les matchs de ce week-end, j'ai très, très hâte. C'est des matchs qui me font, vibrer. Hem Samedi après-midi à 17h45, nous aurons le plaisir, que dis-je, le grand bonheur de voir un nouveau Crunch. Voilà, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu de Crunch. Les Français se déplacent à Twickenham et j'ai très très hâte. Voilà, c'est le match, comme tous les ans, hein, c'est le match à ne pas rater, c'est le match que tout le monde a envie de voir. C'est la rivalité ancestrale entre les Anglais et les Français. Et, et puis là-bas, la dernière fois qu'on a joué à Twickenham, on en a mis 53, quoi. Donc, 53 ou 56? Non, 53, je crois. Bref, on en a mis plus de 50 aux Anglais à Twickenham. On les a un petit peu ridiculisés, on va pas se mentir. Si jamais vous étiez suiveur du rugby à cette époque-là et que vous avez eu le plaisir de lire la presse anglaise, on va dire que les Anglais ne se sont pas fait prier pour critiquer cette équipe de rugby. Donc voilà, je pense que les Anglais ont une revanche à prendre, qu'ils n'ont pas réussi à prendre l'année dernière alors c'était pas au Stade de France, mais en France. Hem et je pense que c'est leur mission numéro 1, c'est de gagner à Twickenham, hem, surtout contre les Français, en fait. C'est surtout ça. Les Anglais gagner à Twickenham, c'est une chose. Gagner contre les Français à Twickenham, c'en est une autre. C'est un petit peu l'objectif de toutes les équipes tous les ans, dans le tournoi destination, c'est de gagner contre la France à Twickenham. Hem et je pense que ce sera un match très disputé, que ce sera un très beau match de rugby, parce que, on va aussi voir des duels que j'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte de revoir un petit, Marcus Smith contre, Thomas Ramos. Voilà. Pour ceux qui ont vu le match l'année dernière, Stade Toulousain Harlequins. Voilà, vous savez. Mais voilà, comme je disais, j'ai aussi assez hâte de voir le duel de troisième ligne qui peut nous offrir de très très belles choses. Alors, j'ai l'impression que Paul Boudéan est mis au repos euh, par Fabien Galtier. En tout cas, c'est ce qui a été un petit peu montré cette semaine aux entraînements à Marcoussis, où il était ménagé.
Donc la compo probable aujourd'hui, enfin hier, c'était Romovaca, Antonio, Roumat, Meafou, Kroos, Boudéan, Aldrit, Aldrit Dupont, Jalibert, Dialbiare, Moefana, Barassi, Penaud, Ramos. Et sur le banc, on avait Marchand, Baye, Tatafou ou Colombe, mais sûrement plus Tatafou, Oradou, Guillard, Gégou, Lucu, Gaëton. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que Brennan rentre dans l'équipe. J'aimerais beaucoup le voir sur ce tournoi destination pour ses qualités de joueur qui, je trouve, dans le jeu courant, serait très utile à la France. On verra, je ne suis pas sélectionneur. Mais c'est un joueur, en tout cas, que moi j'aurais bien aimé, j'aimerais bien voir en équipe de France, j'aimerais bien voir sur ce tournoi. Et voilà. Alors peut-être que il fera jouer contre les Irlandais, ce qui serait magnifiquement drôle, je trouve. Pour ceux qui ne savent pas, Brennan est le fils d'un joueur irlandais extrêmement connu, qui a fait partie de ces joueurs irlandais qui ont marqué l'histoire. Mais il a aussi beaucoup marqué l'histoire en France, puisqu'il a fait une très grosse partie de sa carrière à Toulouse et qu'il a fait un très grand joueur. Et Brennan sur une Coupe du Monde U20, sur la Coupe du Monde U20 où ils sont champions. Il a répondu à une interview en anglais, donc avec un anglais parfait et un accent irlandais quand même assez marqué. Et je me rappelle de cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux en disant les vraiment deux personnalités qui s'opposent. Et il a complètement changé parce que voilà, la voix est différente quand on parle une langue étrangère, même si c'est une de ses deux langues natales. Voilà, je me rappellerai toujours de cette vidéo et qui me fait beaucoup rire. Et donc s'il jouait contre les Irlandais, ce serait très très drôle, je pense. Mais je trouve qu'aussi avoir des joueurs qui parlent anglais sur les terrains internationaux comme ça, c'est très utile. Parce que ça donne une possibilité, ça montre aussi que voilà, on sait ce qui se dit en face. Donc ouais. Bref, j'aurais bien aimé voir Brennan, on verra ce qui se passe. Je crois que la composition c'est aujourd'hui, on est jeudi. Il y a de grandes chances que la composition soit dévoilée aujourd'hui à 11h ou midi. Donc on verra. J'ai très très hâte. Je pense que ce sera un match très disputé. Je vois la France gagner. Et encore une fois, peut-être pas par de grands écarts. Mais si l'Angleterre lâche, à mon avis, les Français ne se priveront pas de les punir. Et on va, à mon avis, pouvoir avoir un grand match de rugby encore une fois. Ensuite, dimanche, on a le match Écosse-Irlande. Alors c'est à 19h dimanche. 18h? Même pas, c'est 16h. Ça m'apprendra à ne pas mettre mes lunettes quand j'enregistre. Donc 16h dimanche, Écosse-Irlande. Un match très important des deux côtés, pour deux raisons différentes. Les Écossais se prouvaient que la semaine dernière, c'était pas leur niveau maximum et qu'ils peuvent faire mieux. Et les Irlandais confirmaient la performance de la semaine dernière et confirmaient que oui, l'Irlande est là, oui, l'Irlande jouera ce tournoi de destination à 300%. Et de toute façon, déjà cette semaine, on va pouvoir voir qui sera en mesure de gagner ce tournoi. Puisque on va voir s'opposer l'Angleterre et la France, qui sont des équipes qui n'ont pas perdu la semaine dernière, qui ont une équipe qui a perdu, une équipe qui a gagné. Si la France perd, ce que je ne souhaite pas en tant que supportrice, si la France perd, ce sera une autre histoire pour le tournoi.
Il faudra soit compter sur un exploit de l'Écosse ou soit compter sur une équipe française en surperformance à Dublin pour pouvoir gagner le tournoi. Et donc, ça changera aussi la physionomie du match irlandais, je pense, puisque ça voudra dire que dès, dès dimanche, il y a ce premier truc où ils peuvent se dire si on gagne ce match-là, on met déjà une pièce sur le fait de gagner le tournoi. Voilà, si l'Angleterre perd et que la France gagne, par contre, les Irlandais sont dans l'obligation, entre guillemets, de gagner pour pouvoir jouer cette finale avant l'heure à Dublin dans un mois. C'est le 8 mars. Dans un mois. Euh, donc voilà, je pense que ça va être un beau match de rugby, puisque même si l'Écosse perd, l'Écosse va jouer jusqu'au bout encore une fois, et l'Écosse va sûrement, très probablement, tout donner. Euh, donc, euh, donc on verra ce que ça va donner sur ça. Mais bah, j'ai un peu hâte quand même. J'ai un peu hâte de voir ce match-là. J'ai très très hâte de tout le week-end en général. Je vais pas vous mentir, les matchs m'intéressent quand même vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour ce, ce débrief de cette première journée du tournoi Destination. Si jamais vous n'avez pas vu, j'ai été voir le match France en Pays de Galles, mais pour les U20 à la Rabine. Le vlog est disponible sur Instagram et TikTok. Et c'était un super match de rugby. Ça me permet aussi de vous rappeler qu'en parallèle de ce tournoi de destination senior, peu importe comment vous voulez l'appeler, il y a le tour destination U20 qui se passe, donc c'est les mêmes matchs, pas aux mêmes endroits, puisque par exemple les Français vont jouer le crunch à Bath, au Recreation Ground. Mais voilà, c'est souvent des matchs qui sont très intéressants. Les Français en passent ce week-end, en fait, un petit peu, hein, de savoir quelle va être la suite de leur tournoi, puisque les deux meilleures équipes aujourd'hui en U20 sont les Français et les Anglais. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir, en France, c'est disponible sur l'équipe télé, sur l'application, pas sur la télé-télé. Mais voilà, ça vaut le coup vraiment de regarder et on a des très bons joueurs, l'avenir de l'équipe de France. Il n'y a pas trop à s'inquiéter, je pense, si ces joueurs-là sont construits correctement et sont nourris correctement par notre championnat et notre équipe nationale. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse, ne serait-ce que pour voir un petit peu les joueurs qu'on va voir évoluer dans le top 14 dans les prochaines années et peut-être en équipe de France. Donc voilà, c'est fini pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et surtout un bon week-end de rugby.